Vous n'allez pas me faire la morale sur la loi. Les mots résonnent dans la chambre 42 du tribunal judiciaire de Lyon, leur tranchant suffisant pour faire taire le moindre bruissement de papier. À la barre des témoins, le brigadier-chef Stéphane Dubois a le visage pourpre, la mâchoire si contractée que les tendons de son cou saillent comme des câbles. Son doigt est pointé vers la table de la défense où est assise Chloé Mercier, le dos parfaitement droit, les mains jointes sur une chemise en carton qui renferme tout ce qu'il voudrait voir anéanti. Le public suspend sa respiration. Un téléphone se met à vibrer, une entorse au règlement du tribunal, mais personne n'ose bouger pour le faire cesser. Le marteau de la juge Monique Lefebvre est comme gelé en plein vol, immobilisé juste avant l'impact, comme si la cour elle-même sentait qu'un événement irréversible allait se produire. La voix de Chloé, calme et chirurgicale, coupe court à la tension. Madame la Présidente, je me permets de rappeler aux témoins que sous la foi du serment, ses opinions personnelles sur le Conseil de la Défense sont sans aucune pertinence quant au fait de cette affaire. Les mains de Stéphane se serrent sur le rebord en bois de la barre. Le bois gémit. Les faits? Vous parlez de faits? Parlons du fait que vous êtes la gifle est fulgurante. Sa paume heurte la joue de Chloé avant que l'huissier ait eu le temps d'esquisser un geste. Avant que les hoquets de surprise du public ne deviennent des hurlements, avant que le marteau de la juge Lefebvre ne s'abatte enfin, le claquement sec résonne comme une détonation dans la salle de marbre. La tête de Chloé est projetée de côté. Un goût métallique envahit sa bouche. L'impact lui a fait mordre l'intérieur de sa joue. Une chaleur ardente se propage sur son visage, comme une étoile en feu. Cette brûlure qui arrache des larmes involontaires. Elle ne chancelle pas, ne pousse aucun cri. Sa main monte avec une lenteur calculée vers sa joue. Ses doigts palpent la fournaise qui grandit sous sa peau. Autour d'elle, la salle d'audience bascule dans un chaos assourdissant, des vociférations, des chaises qui crissent, quelqu'un qui crie « Oh mon Dieu !» Mais tous ces sons lui parviennent assourdis, lointains, comme si sa tête était plongée sous l'eau. Stéphane se rue en avant, son corps massif enjambant la barre des témoins avec une maladresse née de sa fureur. Vous vous prenez pour qui, hein? Mieux que, son corps passe à l'action avant même que son cerveau n'ait formulé un ordre. Son centre de gravité bascule sur la plante de ses pieds. Ses mains s'élèvent, non pour parer un coup, mais pour se positionner avec une précision millimétrée. Elle pivote à l'intérieur de son allonge alors qu'il arme un second coup, saisit son poignet avec sa main gauche, son coude avec sa droite, fait pivoter ses hanches, tire vers le bas et vers l'avant. La force de son propre mouvement fait le reste. La prise est un nippon-séoinage d'anthologie, une projection par l'épaule à un bras, exécutée avec la perfection que seuls des milliers d'heures de pratique peuvent donner. Stéphane est projeté par-dessus son épaule. Ses 100 kilos de muscles et de rage, soudainement légers comme une plume, s'écrasent sur la table de la défense. Une gerbe de papier s'envole, pareille à une volée de moineaux paniqués. Une carafe d'eau explose par terre. L'écho du choc de son corps contre le bois se répercute dans toute la salle. Un silence de mort s'installe, total et glacial. Puis, dans le public, des téléphones sortent des poches et des sacs. Une forêt d'objectifs se dresse, leurs petites diodes rouges clignotant comme des yeux malfaisants. L'huissier, Fabien Moreau, sort enfin de sa paralysie près de l'estrade et fonce sur Chloé, la main prête à dégainer le tasé à sa ceinture. Madame. Reculez. Montrez-moi vos mains. Chloé lève ses deux mains, paume en avant, son téléphone toujours dans la droite. L'écran révèle une application d'enregistrement. Le compteur tourne, 10h47 et 33 secondes. Légitime défense. Article 122A5 du Code pénal. C'est lui qui a porté le premier coup. Regardez la vidéo. Le visage de Moreau se décompose. Vous venez de vous en prendre à un fonctionnaire de police. C'est un témoin, il n'est pas en exercice, sa voix ne flanche pas, même si son cœur bat la chamade. Et il a exercé des violences sur un auxiliaire de justice. Article 222A13 du Code pénal. Le marteau de la juge Lefebvre s'abat maintenant en cadence, tentative désespérée de ramener l'ordre dans une salle qui n'en connaît plus la signification. Huissier. Maîtrisez le brigadier-chef Dubois. Maître Mercier, à la barre. Sur le champ. Au sol, Stéphane gémit en se tournant sur le côté. Un filet de sang s'écoule de son nez, qui a percuté le coin de la table. La substitut du procureur, Manon Dupont, figée dans son impeccable tailleur sombre, affiche un masque où se succède la stupeur,
le calcul et une lueur qui ressemble fort à de la peur. Au premier rang du public, un homme se lève avec lenteur. Son costume vaut sans doute plus que le loyer annuel de la plupart des gens ici. Chevelure poivre et sel, coupe impeccable. Le commissaire divisionnaire Raymond Bernard, de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. Son regard croise celui de Chloé. Aucun des deux ne baisse les yeux. L'instant s'éternise, vibrant de tension. Pour la première fois depuis 6 ans, Chloé lui adresse un sourire. 72 heures plus tôt, son cabinet du centre-ville de Lyon embaumait le papier jauni et le café fraîchement moulu. Ce parfum était devenu celui de sa vie depuis qu'elle s'était installée à son compte, 3 ans auparavant. Le soleil filtrait à travers les lamelles des stores, dessinant des rayures sur les piles de dossiers méthodiquement alignés sur son bureau. Les avocats spécialisés en droit pénal ont rarement des bureaux avec vue. Mais Chloé avait appris à savourer les petites victoires. Sa fenêtre, orientée à l'est, lui offrait le soleil du matin, et le vieux radiateur en fonte de l'immeuble daignait fonctionner l'hiver. Elle parcourait les documents étalés devant elle, ses doigts suivant la chronologie qu'elle avait patiemment reconstituée à partir des témoignages, des procès-verbaux et des horodatages des vidéos de surveillance. Affaire numéro CV 202488934. Sandrine Martinez Ville de Lyon et police nationale. La plaignante, une femme de ménage ayant élevé seule 3 enfants avec un salaire de misère, attaquait en justice pour l'arrestation de son fils, une interpellation qui lui avait coûté une clavicule fracturée et une condamnation pour outrage et rébellion. Le policier mis en cause, le brigadier-chef Stéphane Dubois. Ce nom l'avait fait marquer un temps d'arrêt quand elle avait accepté le dossier. Léa Girard, son associée, la spécialiste du cabinet en matière de liberté publique, l'avait percé à jour. « Tu le connais ? On a été collègues. Il y a une éternité. » Chloé avait refermé le dossier, le mettant de côté comme s'il s'agissait d'une simple feuille de papier et non d'une porte entr'ouverte sur un passé qu'elle avait mis tant de soin à condamner. Mais à 3 jours du procès, impossible d'ignorer cette porte plus longtemps. Dans le tiroir de son bureau, elle conservait un objet depuis 6 ans. Une coupure de presse, pliée et repliée, aux bords usés, dont le titre barrait la page, un policier quitte ses fonctions en pleine enquête interne. Sa propre photo, granuleuse, la dévisageait. Plus jeune, en uniforme, cet uniforme qu'elle avait été si fière de revêtir chaque matin. Léa se profila dans l'encadrement de la porte, 2 tasses de café à la main, ses pas étouffés par la fine moquette. Diplômée de l'École nationale de la magistrature, son esprit était un scalpel capable de disséquer la moindre jurisprudence. Surtout, elle n'avait jamais, pas une seule fois, demandé à Chloé les raisons de son départ de la police, se contentant de sa réponse évasive. Le procès, c'est lundi. Léa posa une tasse sur le bureau et s'assit sur un coin. Prête à te mesurer à tes anciens collègues ? Cette vie est derrière moi. La phrase était devenue un réflexe, une réplique qu'elle avait rodée au fil des ans. Le regard de Léa glissa vers le tiroir du bureau, mal refermé. La coupure de journal dépassait, tel un reproche silencieux. Elle ne fit aucune remarque, se contenta de boire son café et de changer de sujet. La famille Martinez arrive à 14 heures. Madame Martinez veut qu'on revoie la chronologie ensemble. Chloé acquiesça et sortit les photos des scellés. Elle les classa par heure, puis par numéro de dossier, une manie que Léa avait observée sans jamais la commenter. La plupart des avocats de la défense ne s'encombraient pas de tels détails, mais Chloé vérifiait chaque témoignage à la lumière des registres d'accès aux immeubles, des vidéos de surveillance et des enregistrements des communications police-secours. Le diable se nichait là, dans ces détails, dans ce trou de 3 minutes entre l'heure d'arrivée déclarée par Stéphane chez les Martinez et le démarrage effectif de sa caméra piéton. Le bistrot, à 2 pas du palais de justice, avait une odeur d'expresso trop cuit et de stress palpable. C'est là que Chloé retrouva Sandrine Martinez à 15 heures, choisissant une table près de la vitrine, où la lumière était idéale pour lire les documents. Sandrine avait 53 ans, ses mains portaient les stigmates de décennies passées à nettoyer les maisons des autres. Son fils, Lucas, était à ses côtés, le bras encore immobilisé par une attelle, souvenir de la torsion violente subie lors de son interpellation. À la table d'à accent grave côté, 2 hommes en civil, des policiers hors service, leur métier trahi par leur posture et leur façon de s'asseoir face à l'entrée, parlaient juste assez fort pour être entendus. C'est l'avocate de l'affaire Martinez. Le premier, un homme massif au crâne rasé, ne fit aucun effort pour baisser la voix. Une ancienne des nôtres,
avant qu'elle ne retourne sa veste. Son acolyte, plus chétif et affublé d'une fine moustache, ricana. Une renégate. Maintenant, elle se fait payer par la racaille. La main de Sandrine se mit à trembler, faisant onduler la surface de son café. Lucas serra les dents, mais Chloé posa une main sur le poignet de Sandrine et le serra doucement. Ne faites pas attention à eux. Concentrons-nous. Elle sortit le procès-verbal d'intervention et pointa les incohérences qu'elle avait surlignées. Ici, le rapport de Stéphane dit qu'il est intervenu pour un tapage nocturne à 21h47. Mais la main courante informatisée indique que sa patrouille était sur place dès 21h32, soit 15 minutes plus tôt. Et ça change quoi? Le français de Sandrine était fluide, mais le jargon juridique restait un obstacle. Ça change tout. Ça veut dire qu'il était chez vous sans motif légal. Pas de mandat, pas de flagrant délit. Tout ce qu'il prétend avoir vu durant ces minutes manquantes, la soi-disant drogue, l'attitude prétendument agressive de Lucas, tout ça est irrecevable. C'est le fruit de l'arbre empoisonné. Lucas se pencha. Le jury, ils vont comprendre ça? Ils comprendront quand j'aurai terminé mon exposé. La voix de Chloé était assurée. Mais elle savait que les jurys, dans les affaires de violence policière, étaient souvent peu enclins à condamner les forces de l'ordre. Il lui faudrait plus que des arguties juridiques. Il lui faudrait leur montrer la vérité crue de cette nuit-là. Le lundi matin, le passage de la sécurité au palais de justice avait la lenteur d'un glacier. Fabien Moreau était de service à l'entrée principale. 20 ans de maison, il avait vu défiler 4 commissaires et une myriade de réformes. Le genre d'huissier à tout savoir sur tout le monde, à propager les rumeurs comme on sème à tout vent, et à jubiler quand les conflits éclataient. Chloé posa sa sacoche et son téléphone dans un bac en plastique, et franchit le portique sans qu'il ne sonne. Elle voulut récupérer ses affaires, mais Moreau garda sa carte professionnelle, l'examinant avec une lenteur affectée. « Ah, désolé, maître Mercier. » Son sourire était carnassier. « Ou devrais-je dire brigadier Mercier? Je confonds toujours. » Les autres huissiers ricanèrent. La lumière matinale inondait le hall à travers les immenses fenêtres, révélant les particules de poussière en suspension et les visages des justiciables faisant la queue derrière Chloé. Tous assistaient à ce petit numéro d'humiliation. C'est maître Mercier. Sa voix resta neutre, professionnelle. Et j'ai besoin de ma carte pour accéder au tribunal. Moreau retourna la carte, comme s'il découvrait pour la première fois une carte d'avocat. Ah oui, avocate. C'est marrant. Avant, vous protégiez la loi. Maintenant, vous l'attaquez. Il la tenait du bout des doigts, la laissant pendre juste hors de sa portée. 3 longues secondes s'écoulèrent, rythmées par le tic-tac de l'horloge murale, avant qu'il ne la lâche. Voilà, madame. Chloé prit sa carte sans un mot et se dirigea vers les ascenseurs. Léa Y attendait, arrivée plus tôt par l'accès réservé aux avocats. Moreau t'a fait des misères? Comme d'habitude. Mais Chloé enregistra l'incident, l'ajoutant à la longue liste des petites avanies qui s'accumulaient, tel un capital dont les intérêts n'étaient jamais payés. Le couloir du 3e étage était une ruche bourdonnante, avocats concluant des accords de dernière minute, famille attendant sur les bancs, l'odeur tenace de l'encaustique et du café froid. La substitut du procureur Manon Dupont émergea de la foule tel un prédateur. Elle était l'antithèse de Chloé. Un diplôme de l'ENM fièrement affiché. Pas une seule défaite en 7 ans dans des affaires de violence policière, et cette assurance que confère la certitude que le système joue en votre faveur. Son tailleur valait sans doute plus que tous les vêtements de Chloé réunis. Maître. Le sourire de Manon était un chef-d'œuvre de courtoisie glaciale. J'ai consulté votre liste de témoins. Je dépose une requête en irrecevabilité concernant le témoignage du docteur Patterson. Son analyse de l'emploi de la force outrepasse le cadre de l'expertise tel que défini par le Code de procédure pénale. Chloé s'y était préparée. Patterson était sa carte maîtresse, un ex-formateur de l'école de police reconverti en expert judiciaire, capable d'expliquer à un jury pourquoi et comment certaines techniques d'immobilisation étaient contraires au règlement. Ses qualifications sont irréprochables. 20 ans à former des policiers aux techniques de désescalade. Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à le démontrer lors de l'audience de demain. Les talons de Manon s'éloignèrent dans le couloir, leur claquement aussi régulier qu'un métronome, laissant Chloé seule sous la lumière blafarde,
avec le pressentiment que cette affaire serait encore plus ardue qu'elle ne l'imaginait. Ce soir-là, le 3e niveau du parking souterrain du palais de justice puait le gazole et l'huile de vidange. Les néons projetaient des ombres dansantes sur le béton. La vieille Citroën 2CV de Chloé était là où elle l'avait garée, mais quelque chose clochait. Elle était affaissée, penchée sur le côté. Chloé s'approcha prudemment, téléphone en main, l'appareil photo déjà enclenché. Les 4 pneus étaient crevés. Des entailles nettes, faites au couteau, pas l'œuvre d'un vandale ordinaire. Sur le capot, une inscription en lettres de peinture rouge sang, traîtresse. Sa main ne trembla pas. Elle prit des photos sous tous les angles, documentant les coupures, la peinture, la caméra de surveillance dans le coin, dont le voyant rouge était curieusement éteint. Elle ouvrit l'application de notes de son téléphone, y ajouta le niveau du parking, l'heure et l'emplacement de la caméra. Un réflexe professionnel, vestige d'une autre vie. Le niveau était désert. Le tintement lointain d'un ascenseur. Chloé resta là, dans le halo vacillant de la lumière, à contempler le mot peint sur sa voiture, et sentit le poids familier de la solitude lui tomber sur les épaules. Voilà ce qui arrivait quand on brisait le pacte du silence. Voilà le prix à payer. Elle commanda un VTC et rentra. Le sommeil fut long à venir. Son appartement lui parut soudain exigu, les murs semblaient se rapprocher, chargés du poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire, entrer dans un tribunal et accuser l'un des leurs, en sachant qu'ils y verraient tous une trahison, et non un acte de justice. Lundi matin. Ciel limpide, une chaleur de fournaise s'abattant sur Lyon. La chambre 42 pouvait accueillir une centaine de personnes. Aujourd'hui, elle était comble. La moitié du public était en bleu, policiers en civil, délégués syndicaux, soutien de Stéphane. L'autre moitié arborait les couleurs de la famille Martinez, un mélange de noir de deuil et de rouge de la colère. La communauté de ceux qui avaient vu trop des leurs broyés par la machine judiciaire. La juge Monique Lefebvre présidait. La cinquantaine bien entamée, des cheveux gris de fer, la réputation de mener son tribunal d'une main de maître. 15 ans de magistrature lui avaient tout appris. Son regard laissait deviner qu'elle s'attendait à en voir encore bien d'autres aujourd'hui. Stéphane Dubois fit son entrée en grande tenue, uniforme bleu nuit, insignes argentés, barrette de décoration témoignant de 20 ans de service. L'uniforme était, en théorie, déplacé. Les témoins doivent comparaître en civil pour ne pas influencer le jury. Mais c'était une démonstration de force. Un message, c'est moi, la loi. Chloé se leva. Madame la présidente, je demande à ce que le témoin revête une tenue civile. Son uniforme est de nature à influencer le jury et lui confère une autorité qu'il n'a pas dans le contexte présent. Manon Dupont se leva à son tour, la réplique prête. Le témoin est un brigadier-chef médaillé au parcours exemplaire. Son uniforme est le symbole de son engagement pour la sécurité de nos concitoyens et un élément pertinent pour apprécier sa crédibilité. La juge Lefebvre hésita, son regard allant de Chloé à Stéphane. Le dilemme était patent. Accéder à la demande de Chloé, c'était s'aliéner tous les policiers présents. La refuser, c'était cautionner une manœuvre d'intimidation. La politique. Rejeter. Poursuivez, maître Mercier. Le jury prit place. 12 visages censés représenter la diversité lyonnaise, même si Chloé remarqua que le processus de sélection avait étrangement écarté tous ceux qui avaient émis des réserves sur l'action de la police. Étrange, en effet. Stéphane s'installa à la barre avec l'assurance de celui qui a témoigné des centaines de fois. Il maîtrisait les codes, le corps tourné vers les jurés, le regard direct mais pas agressif. Manon retraça sa carrière, 22 ans de service, décoration, formation à la gestion des situations de crise. À la fin de son interrogatoire, Stéphane avait l'aura d'un saint. Chloé se leva pour le contre-interrogatoire, rassemblant ses notes avec une lenteur étudiée. Le silence se fit dans la salle, ce silence lourd qui annonce l'affrontement. Bonjour, brigadier-chef Dubois. Sa voix portait sans effort dans la salle au mur de marbre. Vous êtes intervenu pour un tapage nocturne au 4738 rue des Coquelicots, le 14 mars 2023. C'est bien cela? La mâchoire de Stéphane se contracta, mais sa voix resta professionnelle. C'est exact. Votre rapport d'intervention mentionne une arrivée à 21h47. Elle brandit le document pour que le jury puisse voir l'heure. Confirmez-vous ce que vous avez écrit?
Oui. Et ce rapport, vous l'avez rédigé combien de temps après les faits? Selon le protocole, dans les 24 heures. Je l'ai fait le lendemain matin. Chloé se dirigea vers la table des pièces à conviction et s'empara d'un autre document. Voici un extrait de la main courante informatisée, obtenu suite à une demande CADA. Selon ce document officiel, votre patrouille était sur les lieux dès 21h32. Soit 15 minutes avant l'heure indiquée dans votre rapport. Pouvez-vous nous expliquer cette différence? Les mains de Stéphane se crispèrent sur le rebord de la barre. Un muscle tressaillit sur sa mâchoire. Une erreur de transcription. J'ai dû me tromper en recopiant les chiffres. Une erreur de transcription. Chloé laissa la phrase en suspens. Brigadier chef, vous avez déclaré avoir rédigé des milliers de rapports au cours de votre carrière. Combien d'entre eux comportaient des erreurs de transcription sur l'heure d'arrivée? Objection. Non pertinent. Manon était debout. Cela touche à la crédibilité du témoin, Madame la Présidente. Si le témoin commet fréquemment des erreurs dans ses écrits professionnels, le jury a le droit de le savoir. La juge Lefebvre opina. Rejeté. Répondez, brigadier chef. Le visage de Stéphane vira au rouge brique. Je ne tiens pas la comptabilité de mes erreurs mineures. Erreur mineure. Chloé s'approcha de la barre, assez près pour voir la sueur perler sur sa lèvre supérieure. Pendant ces 15 minutes manquantes, entre 21h32, votre heure d'arrivée réelle, et 21h47, l'heure que vous déclarez, où étiez-vous? J'observais la situation depuis l'extérieur. Pendant 15 minutes? C'est une mesure de sécurité élémentaire. On ne fonce pas tête baissée dans une situation potentiellement dangereuse. Pourtant, aucune trace d'une demande de renfort durant cette période. Aucune communication radio, aucune mention dans votre rapport de ce que vous auriez observé qui justifiait une telle prudence. Elle fit une pause pour laisser le jury mesurer la portée de ses paroles. À moins que vous n'ayez été à l'intérieur de la maison des Martinez, sans mandat? Les jointures de Stéphane blanchirent sur le bois. J'avais des raisons suffisantes pour entrer. En vertu de quel article du Code? Le flagrant délit. Pourriez-vous nous citer le texte de loi précis qui justifie un flagrant délit dans une affaire de tapage nocturne? Manon se leva. Objection. Cela relève de l'interprétation juridique. Il invoque une justification légale pour pénétrer dans un domicile sans mandat, Madame la Présidente. J'ai le droit de vérifier le fondement de cette justification. Le visage de la juge Lefebvre indiquait qu'elle voyait clair dans le jeu, mais qu'elle était tenue de le laisser se dérouler. Rejeté. Répondez, brigadier chef. Le visage de Stéphane passa par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avant de virer au violet. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Au contraire. Sous serment, vous en avez. La voix de Chloé était toujours aussi calme, presque badine. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le code de procédure pénale est très strict sur les conditions du flagrant délit. Il faut des indices apparents d'un crime ou d'un délit qui se commet ou qui vient de se commettre. Le bruit de la musique, rapporté par des voisins, ne constitue pas un tel indice, n'est-ce pas? Vous n'allez pas me faire la morale sur la loi. Stéphane se leva d'un bond, sa masse faisant paraître la barre des témoins minuscules. L'huissier s'agita, mais n'intervint pas. Le marteau de la juge claqua. Brigadier chef, rasseyez-vous. Mais Stéphane était hors de contrôle. Son doigt accusateur se tendit vers Chloé. C'est elle qui devrait être sur le banc des accusés. C'est elle qui a fait disparaître des preuves dans l'affaire Diallo. Ce fut l'explosion. Des cris fusèrent du public. Le jury sembla pétrifié. La juge martela la table de son maillet, le bruit des coups se mêlant au vacarme ambiant. Chloé resta de marbre, son expression impénétrable, malgré le sang qui battait à ses tempes. Madame la Présidente, dit-elle calmement, je demande à ce que cette déclaration, sans rapport avec les faits et diffamatoire, soit retirée des notes d'audience. Accordé, la voix de la juge trancha le brouhaha. Le jury ignorera la dernière déclaration du témoin. Brigadier chef Dubois, asseyez-vous sur le champ où je vous fais placer en détention pour outrage à la cour. Mais Stéphane avait déjà quitté la barre, marchant d'un pas décidé qui poussa l'huissier à enfin se saisir de sa radio. Fabien Moreau parlait à toute vitesse, demandant des renforts, mais son regard sur Stéphane, qui approchait de la table de la défense,
trahissait une sorte de jubilation anticipée. Stéphane arriva à la balustrade qui séparait le prétoire du public. Sans s'arrêter, il l'enjamba avec une agilité surprenante pour sa corpulence. Des papiers volèrent. Quelqu'un hurla. Il était maintenant à moins d'un mètre de Chloé, assez près pour qu'elle sente son haleine chargée de café et qu'elle voie les fins capillaires éclater dans le blanc de ses yeux. « Brigadier chef, retournez à votre place. » Sa voix ne trembla pas, même si tout son être lui criait de reculer, de mettre de la distance, de se protéger. Sinon quoi? Sa main s'éleva. Elle la vit venir. Elle vit la trajectoire de sa paume vers son visage. Elle la vit, mais ne bougea pas. Parce qu'il y a des moments où il faut laisser les gens montrer leur vrai visage. La gifle fut si violente que sa tête pivota. Le goût de sang emplit sa bouche. Le hoquet collectif du public lui parvint comme un son étouffé, assourdi par le sifflement dans ses oreilles. Elle porta lentement la main à sa joue, sentant la brûlure s'étendre sous ses doigts. Et dans cet instant de suspension, juste avant que le chaos ne se déchaîne, elle songea à toutes les fois où cela avait dû arriver, à des gens qui ne savaient pas se défendre. Stéphane se jeta sur elle à nouveau, aveuglé par la rage. « Tu te crois meilleur que moi. Tu as bousillé ta carrière, et maintenant tu veux bousiller la mienne ?» Son corps réagit d'instinct. Des années d'entraînement prirent le pas sur la peur. Elle pivota à l'intérieur de son allonge alors qu'il attaquait, saisit son poignet, son coude. Une rotation rapide et nette des hanches. Une traction vers le bas et l'avant. Son poids devint son pire ennemi. Son élan, sa perte. La prise était parfaite. Hypon-séoanage, la projection par l'épaule. Et Stéphane Dubois, 100 kilos de fureur brute, vola par-dessus son épaule pour s'écraser sur la table de la défense. La carafe d'eau vola en éclats, les papiers se dispersèrent comme des confettis. Son nez heurta le bois de la table dans un craquement sinistre qui fit frémir plusieurs jurés. Le silence qui suivit fut total, ce silence qui s'installe quand la violence a fait voler en éclats le vernis de la civilisation. Puis, des téléphones s'élevèrent de la foule, une forêt d'objectifs aux lumières rouges clignotantes. Moreau se précipita, la main sur son tasé. « Madame, à terre !» Les mains en évidence. Chloé leva les deux mains, paumes ouvertes. Son téléphone était toujours dans sa main droite. L'application d'enregistrement affichait 10h47 et 33 secondes. Légitime défense. Article 122A5 du Code pénal. C'est lui qui a frappé. La vidéo le prouve. Le visage de Moreau passa par toute une gamme d'émotions avant de se figer dans une colère défensive. Vous venez de commettre une agression sur un policier. Il est ici en tant que témoin, pas en service. Et il a agressé un avocat dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'article 222A13. Sa voix était ferme, même si ses mains commençaient à trembler sous l'effet de l'adrénaline. Je demande à ce que l'agression soit consignée dans le procès-verbal d'audience. Le marteau de la juge tomba comme un coup de tonnerre. Huissier, placez le brigadier chef Dubois en cellule de dégrisement. Maître Mercier, à la barre. Madame la substitut, vous aussi. Immédiatement. La discussion qui s'ensuivit à la barre fut menée à voix basse, mais chaque mot était chargé de violence. La juge Lefebvre, penchée en avant, siffla « Maître, vous venez de projeter un policier à travers le mobilier de ma salle d'audience. Il m'a frappé, Madame la Présidente. J'ai usé de la force strictement nécessaire pour me défendre. » La joue de Chloé était douloureuse, mais elle se tenait droite. Manon saisit l'occasion. C'est un motif de nullité du procès. Le jury est irrémédiablement partial. Le témoin de l'accusation a commis un crime en pleine audience. Chloé se tourna vers Manon. Ce n'est pas un motif de nullité. C'est un motif pour son arrestation et la remise en cause de sa crédibilité. La juge Lefebvre ferma les yeux un instant, paraissant soudain son âge. Je suspends la séance. Huissier, conduisez le brigadier chef Dubois au dépôt. Maître Mercier, vous ne quittez pas le palais tant que nous n'aurons pas recueilli votre déposition. Madame la substitut, prévenez le parquet que nous avons un problème. Chloé retourna à sa place. Léa la regardait, les yeux ronds, un stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes. C'était inévitable. Chloé ramassa les feuilles éparpillées et les remit en ordre.
Ses mains tremblaient encore un peu, mais elle les maîtrisa. Il a montré au jury son vrai visage. La zone de garde à vue du palais de justice avait l'odeur âcre du désinfectant et de la peur. Chloé fit sa déposition dans une salle sans fenêtre à la brigadier-chef Patricia Dubois de l'IGPN, une femme d'une quarantaine d'années au regard las et aux manières prudentes de celle qui en a trop vu et pas assez dit. La brigadier-chef Dubois visionna les images de la caméra piéton de Moreau, qui avait filmé la scène sous 3 angles différents. Elle regarda la gifle, la projection, la suite. 2 fois. Puis elle posa la tablette et regarda Chloé avec un mélange de fatigue et de ce qui ressemblait à du respect. Cette prise. C'est du judo d'école de police. Sa voix était neutre, professionnelle. Où avez-vous appris ça? Dans un cours de self-défense. Le mensonge était bien rodé, fruit de des années de pratique. Je vois. Un cours de self-défense. La brigadier-chef Dubois n'insista pas, mais son regard en disait long. Elle nota quelque chose dans son carnet, puis releva la tête. Entre nous, Stéphane Dubois a 3 plaintes pour violence illégitime dans son dossier. 2 classées sans suite, une validée, mais sans aucune sanction. Cet incident pourrait être celui qui le fera tomber. Je ne cherche pas à briser sa carrière. C'était vrai. En grande partie. Chloé voulait qu'il réponde de ses actes, pas qu'il soit détruit. La nuance était importante, même si personne d'autre ne la voyait. Peut-être. La brigadier-chef Dubois referma son carnet. Mais vous venez de vous faire un paquet d'ennemis. Le syndicat ne vous lâchera pas. Il se serre les coudes. À 14 heures, la vidéo était partout. Léa montra les chiffres à Chloé sur son téléphone. Un tweet avec 847 000 vues. Une vidéo TikTok avec 1,2 million. Un sujet sur Reddit avec 12 000 votes positifs, et ça grimpait encore. Les titres variaient, une avocate émeutait un flic au tapis au tribunal, regardez la vidéo, l'incroyable défense d'une avocate, Lyon, face à face explosif entre une avocate et un policier. Mais le message était le même. C'était le genre de spectacle judiciaire que le public adorait. Le téléphone de Léa ne cessait de sonner. BFM veut une interview. France Info aussi. CNews propose une exclusivité pour ce soir. Pas de commentaires. Chloé regardait son propre visage sur l'écran, figé après la gifle, la mâchoire contractée, le regard dur. Elle avait du mal à se reconnaître. C'est bon pour l'affaire. L'opinion publique, ça compte. Le procureur va subir la pression. L'opinion publique ne fait pas gagner les procès, Léa. Les preuves, si. Chloé lui rendit le téléphone. On se concentre sur le dossier Martinez. Le reste, c'est du bruit. Mais le bruit a cette fâcheuse tendance à devenir assourdissant. Quand Chloé quitta le palais de justice à 19 heures, une meute de journalistes l'attendait sur les marches. Une forêt de micros se tendit vers elle. Elle se fraya un chemin sans dire un mot, tête baissée, sa sacoche comme un bouclier. Sur le trottoir, une berline noire aux vitres fumées attendait, moteur tournant. Le soleil couchant se reflétait sur la carrosserie. Alors que Chloé passait, la vitre arrière s'abaissa dans un sifflement électrique. Le commissaire divisionnaire Raymond Bernard était assis à l'arrière, chevelure argentée impeccable, costume hors de prix. L'incarnation du pouvoir et de tout ce à quoi Chloé avait tourné le dos. Maître Mercier. Un mot. Elle aurait dû passer son chemin, héler le VTC qu'elle avait commandé et se fondre dans le trafic. Mais elle se sentit attirée vers la voiture, comme par une force magnétique, celle des affaires non résolues. Commissaire. Belle performance, aujourd'hui. On appelle ça de la légitime défense, je crois. Impressionnant, la façon dont vous avez projeté un homme qui fait 2 fois votre poids sans même transpirer. C'est lui qui a commencé. La vidéo est sans équivoque. Oh, j'ai vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. C'est bien ça, le problème. Les doigts de Bernard tapotaient la coudoir en cuir. Vous faites passer Stéphane pour un idiot. Et par la même occasion, vous salissez l'image de la police. Décidément, la mesure des conséquences n'a jamais été votre fort. Ces mots avaient une résonance particulière. Ils savaient tous les deux à quoi ils faisaient allusion, à l'affaire qui avait mis fin à sa carrière dans la police et lancé sa carrière d'avocate.
Stéphane est un sanguin, mais c'est mon sanguin. La voix de Bernard se fit plus basse, presque confidentielle. Laissez tomber l'affaire. Abandonnez la famille Martinez. D'autres avocats peuvent s'en charger. Jamais. Son sourire s'effaça. Alors, nous nous reverrons, je suppose. Et Chloé. Vous n'avez plus l'uniforme. Vous n'avez plus la protection que vous imaginez. La vitre remonta, lui coupant la parole. La berline s'éloigna, laissant Chloé seule sur le trottoir, tandis que le soleil disparaissait et que la ville s'illuminait. Elle la regarda s'éloigner, puis monta enfin dans son VTC. Cette nuit-là, son appartement lui sembla encore plus confiné, les murs suintant de tous les non-dits. Elle tenta de se replonger dans la préparation du procès, mais les mots dansaient devant ses yeux. Elle finit par renoncer et ouvrit sa boîte mail. Le message tomba à 23h03. Expéditeur, Conseil amical 2022@protonmail.com. Pas d'objet. Le message était laconique, les avocats qui salissent les flics ont des accidents. Pensez à vérifier les freins de votre voiture. Ou pas. À vous de voir. Chloé relut le message 3 fois. Elle fit une capture d'écran, l'envoya à Léa avec l'heure, et ajouta une simple ligne, garde ça. Ça pourrait servir. Elle referma son ordinateur et resta assise dans le noir, à écouter la symphonie de la ville endormie, les sirènes lointaines, les éclats de voix des voisins, le goutte-à-goutte d'un robinet mal fermé. Demain, Manon Dupont tenterait de faire annuler le procès. Le syndicat de police organiserait une conférence de presse pour la clouer au pilori. Et quelque part dans la ville, d'anciens collègues se demandaient jusqu'où ils iraient pour protéger l'un des leurs. Le sommeil finit par venir, un sommeil agité, peuplé de tribunaux infinis, de témoins parlant une langue inconnue, et du son d'un marteau qui ne s'abattait jamais. Mardi matin, la contre-attaque de Manon. Elle avait demandé un entretien au parquet. Démarche inhabituelle, les avocats de la défense ne se rendent que rarement en territoire ennemi, mais Chloé accepta. Il faut parfois entrer dans la gueule du loup pour savoir à qui on a affaire. Le bâtiment du parquet de la République était une tour de verre et d'acier qui dominait le centre-ville. Le bureau de Manon était au 8e étage. Une vue imprenable, un décor minimaliste qui sentait le designer hors de prix. Les diplômes étaient alignés sur un mur, ENM, Sciences Po, des noms prestigieux, le parcours sans faute de quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec. Manon était assise derrière son bureau, les mains jointes, le visage impassible. Je vous propose un marché. Vous abandonnez l'affaire Martinez. En retour, nous ne vous poursuivons pas pour l'agression du brigadier-chef Dubois. Chloé resta debout, sa sacoche à la main. C'est lui qui m'a agressé. Vous avez les vidéos. Nous avons une vidéo de vous projetant un policier sur une table. Tout est une question d'interprétation. Le sourire de Manon était un modèle de professionnalisme. Et je suis excellente dans mon domaine. C'est une menace ? C'est un simple constat. Le Conseil de l'ordre n'apprécie guère les avocats qui règlent leurs différends physiquement, même en cas de légitime défense. Une enquête disciplinaire pourrait durer des mois. Pendant ce temps, vous seriez suspendu. Vos clients en pâtiraient. Votre cabinet serait en difficulté. Elle fit une pause pour laisser ses paroles infuser. Ou alors, vous abandonnez cette affaire et vous reprenez le cours de votre vie. La main de Chloé se crispa sur la poignée de sa sacoche. Les marchés qui m'obligent à trahir mes clients ne m'intéressent pas. Dans ce cas, j'espère que votre assurance professionnelle est solide. Manon se leva, signifiant la fin de l'entretien. Une dernière chose. Votre dossier administratif à la police nationale. Il fait l'objet d'une demande de communication. Je tenais à ce que vous le sachiez. La nouvelle la frappa de plein fouet. Les dossiers administratifs sont confidentiels, sauf demande express, et même dans ce cas, de nombreuses informations sont occultées. Si quelqu'un fouillait dans son dossier, c'est qu'il voulait savoir pourquoi elle avait démissionné. Qui a fait la demande ? Le sourire de Manon se fit plus acéré. Un demandeur anonyme. Mais le commissaire Bernard m'a mis en copie de l'autorisation de communication. Le monde est petit. Chloé partit sans un mot de plus. Dans l'ascenseur qui l'a ramené au rez-de-chaussée, son esprit tournait à plein régime. S'il sortait son dossier, l'affaire Diallo referait surface. Sa plainte contre Bernard serait exposée,
les raisons pour lesquelles Stéphane avait été chargé de l'enquête, les raisons pour lesquelles sa plainte avait été classée sans suite, tout cela ferait la une des journaux. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Chloé ouvrit enfin le tiroir qu'elle évitait. Sous la coupure de journal jauni, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas regardé depuis des années. Une photo. Elle, à 29 ans, en uniforme, aux côtés de Stéphane Dubois. Souriant, fier, arborant les médailles de la nomination au policier de l'année 2018. La porte s'ouvrit sans bruit. Léa était là, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Tu ne m'as jamais dit que vous étiez coéquipiers. » C'était il y a très longtemps. Chloé referma le tiroir, mais il était trop tard. Le passé l'avait rattrapé. Que s'est-il passé? La question resta en suspens, chargée du poids de 6 années de silence. Chloé regarda son associée, son amie, celle qui n'avait jamais insisté pour avoir des réponses qu'elle méritait pourtant. Les mots sortirent avec peine, comme si elle extrayait les éclats d'une vieille blessure. J'ai découvert que pour certains, l'insigne compte plus que le serment. Léa attendit, comprenant que c'était parfois tout ce qu'on pouvait dire. Elle n'insista pas, se contenta d'un hochement de tête et sortit, refermant doucement la porte. Chloé resta dans le noir, la photo gravée dans son esprit. Elle et Stéphane, côte à côte, croyant se battre pour la même cause, avant qu'elle ne découvre que la loyauté peut être une arme, que le silence peut être une exigence, et que choisir la vérité contre la corporation faisait de vous un paria. L'enveloppe Chronopost arriva le mercredi après-midi, épaisse et lourde. Chloé la signa et l'ouvrit avec la précaution d'un démineur. À l'intérieur, demande CADA numéro 2024 à 2194, accordé. Le dossier IGPN de Stéphane Dubois, largement caviardé, mais suffisamment lisible pour se faire une idée. 2017, plainte pour usage excessif de la force. Classé sans suite. 2018, plainte pour contrôle au faciès. Classé sans suite. 2019, plainte pour falsification de preuves. Confirmé. Blâme. Détails occultés. Enquêteur, occulté. Chloé fixa cette dernière ligne. Le nom de l'enquêteur occulté, c'était inhabituel. Normalement, il est public. Sauf si l'enquêteur est lui-même mis en cause dans une autre affaire. Elle chercha le rapport d'enquête, mais les pages avaient été retirées. Ne restait que la page de garde. Léa apparut derrière elle. Ils ont masqué le nom de l'enquêteur. Ce n'est pas la procédure. Non. Chloé nota quelque chose sur son téléphone. Sauf si l'enquêteur fait l'objet d'une autre enquête. Ou si quelqu'un de très haut placé a voulu couvrir ses traces. Ou les deux. Léa s'assit. C'était quelle affaire? Falsification de preuves en 2019. 2019. L'année où Chloé avait quitté la police. L'année de la mort de Kylian Diallo. L'année où tout avait basculé. Elle ne le dit pas, mais Léa était assez fine pour comprendre. Les archives du palais de justice se trouvaient au sous-sol, un dédale de rayonnage métallique sentant le papier et la poussière. La greffière en chef Thérèse Bertrand y régnait depuis 30 ans. Elle avait connu l'époque où tout était sur papier, où un dossier mal classé était un dossier perdu. Chloé lui présenta sa demande de communication des images de la caméra piéton de Stéphane dans l'affaire Martinez. Thérèse l'examina avec la méfiance de celle qui a tout vu. Il faudra quelques jours. Elle apposa un tampon daté de 3 jours plus tard. Les enregistrements sont stockés à l'extérieur, maintenant. Restrictions budgétaires. Le Code des relations entre le public et l'administration prévoit un délai d'1 mois, mais autorise une procédure accélérée en cas d'urgence. La voix de Chloé était polie, mais ferme. L'expression de Thérèse se fit plus secrète. Elle jeta un regard circulaire, puis se pencha vers Chloé. Entre nous, quelqu'un a déjà demandé ces images la semaine dernière. Le fichier est revenu corrompu. De la neige et des écrans noirs. Qui? Officiellement, je ne peux rien dire. Son regard balaya à nouveau la pièce. Mais c'était quelqu'un de l'IGPN. Elle griffonna quelque chose sur un post-it et le fit glisser sur le comptoir, puis se replongea dans son classement comme si de rien n'était. Chloé prit le mot sans le regarder, remercia la greffière et partit. Ce n'est que dans le parking, un autre cette fois, qu'elle lut le nom, brigadier chef P.
Dubois. La même femme qui l'avait interrogé. La même qui avait mentionné les antécédents de Stéphane. Chloé composa le numéro que la brigadier-chef Patricia Dubois lui avait laissé. 3 sonneries. Dubois. Brigadier-chef, Chloé Mercier. Il paraît que vous avez demandé les images de la caméra piéton de l'affaire Martinez. Un silence, puis un bruit de feuilles qu'on retourne. Oui. Pour mon enquête sur l'agression au tribunal. Et oui, le fichier était corrompu. Étonnant, non? Qui gère le stockage? Le service des scellés. Mais il y a un hic. La voix de la brigadier-chef Dubois se fit plus basse. J'ai vérifié les registres. Les images ont été consultées 3 fois. 2 fois par le chef de service, pour maintenance. Et 1 fois par quelqu'un avec un accès administrateur. Le cœur de Chloé s'accéléra. Qui a un accès administrateur? Les officiers supérieurs. Les commissaires divisionnaires, et le directeur. Un autre silence. Écoutez, je ne devrais pas vous dire ça. Si ça se sait. Ça ne se saura pas. Mais il me faut ce registre. Il vous faut une ordonnance du juge. Mais en théorie, si quelqu'un déposait la bonne requête avec les bons numéros de dossier, ces registres devraient être produits. Elles parlèrent encore quelques minutes, en termes codés. Quand Chloé raccrocha, elle avait la certitude qu'un haut gradé avait fait disparaître ou corrompre les images de la caméra de Stéphane. La preuve avait été détruite. Léa l'attendait au bistrot, l'air grave. J'ai creusé du côté du commissaire Bernard. Elle tourna son ordinateur vers Chloé. Un tableur affichait les liens entre des dons à des campagnes électorales et l'attribution de marchés publics. Une toile d'araignée financière tissée sur 5 ans. 2020, Bernard donne 50 000 € pour la réélection du maire. 6 mois plus tard, le budget de la police de Lyon est augmenté de 8%. 2022, une association caritative présidée par la femme de Bernard reçoit 200 000 € de subvention. 3 mois plus tard, Bernard est promu commissaire divisionnaire. 2023, le syndicat de police, où Bernard siège au conseil, donne 75 000 € pour la campagne de Manon Dupont au poste de procureur. C'est légal, dit Chloé. À la limite. Mais ça explique pourquoi Dupont le couvre. Elle a une dette envers lui. Le syndicat l'a fait élire. Ils peuvent la défaire tout aussi facilement. Léa referma son ordinateur. Cette affaire dépasse de loin le simple cas de Stéphane Dubois. C'est tout un système qui se protège. Cette nuit-là, tard au bureau, Chloé reçut un autre email. Expéditeur, protégé.servir.la.vérité@protonmail.com. Pas d'objet. Juste une pièce jointe. Plainte IGPN 2019-2657 version complète.pdf. Ses mains tremblaient en ouvrant le fichier. Le texte intégral de la plainte s'afficha. Sans aucune censure. Plaignante, gardien de la paix Chloé Mercier, matricule 4471. Mis en cause, commissaire divisionnaire Raymond Bernard, matricule 1001. Objet, obstruction à la justice, dissimulation de preuves dans une affaire de tir policier, dossier numéro 20 190 856. Enquêteur, brigadier-chef Stéphane Dubois. Conclusion, plainte classée sans suite. Le gardien de la paix Mercier est placé en congé maladie pour évaluation psychiatrique sur recommandation de l'enquêteur. Les mots lui sautèrent au visage. Stéphane avait mené l'enquête sur sa plainte contre Bernard. Stéphane, le protégé de Bernard. Stéphane, qui avait témoigné qu'elle était instable, paranoïaque, qu'elle voyait des complots partout. La voix de Léa la tira de sa torpeur. C'est Stéphane qui a enquêté sur ta plainte contre Bernard. Chloé leva la tête, surprise. C'est pour ça que je suis partie. Elle transféra l'email à Léa, puis s'adossa à son fauteuil et laissa les souvenirs remonter, ces souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir pendant 6 ans. 14 septembre 2019, nuit. Appel pour un différend familial au 1247 boulevard des États-Unis. Chloé était intervenue avec le roi, un ancien connu pour ses méthodes musclées et sa capacité à boucler les affaires, souvent au prix de procédures bancales. Ils avaient trouvé un adolescent, Kylian Diallo, 14 ans, dans son salon. Une simple dispute à propos de l'heure de rentrée. Rien de pénal.
Mais le roi avait vu autre chose, un jeune noir dans un quartier qu'il jugeait sensible. Ça lui avait suffi. Le coup de feu était parti très vite. Kilian avait voulu prendre son téléphone pour appeler sa mère. Le roi avait hurlé « Arme !» et tiré 2 fois. En plein dans le torse. Kilian s'était effondré. Le sang avait formé une flaque sur le parquet, une image qui entrait Chloé à jamais. Elle avait appelé les secours, tenté un massage cardiaque, mais il était trop tard. Et pendant ce temps, elle avait vu le roi, du coin de l'œil, sortir quelque chose de sa poche et le poser près de la main de Kilian. Un couteau. Un « dépôt » dans le jargon. Une assurance vie pour les tirs qui tournent mal. Le roi, qu'est-ce que tu fous? Il l'avait regardé, les yeux vides. Je sécurise la scène, c'est tout. C'est un dépôt. Je signale. Tu ne signales rien. Le gamin avait une arme. J'étais en légitime défense. Fin de l'histoire. Mais la caméra piéton de Chloé avait tout filmé. Elle portait sur elle la preuve du crime de Leroy. Elle était allée voir le commissaire Bernard, avait déposé une plainte, avec la foi naïve que la vérité et la procédure triompheraient. Au lieu de ça, Bernard avait confié l'enquête à Stéphane, son coéquipier, celui à qui elle confiait sa vie. Et Stéphane avait fait ce qu'on attendait de lui, il avait enterré la plainte, mis en doute sa santé mentale, recommandé un examen psychiatrique pour la discréditer. 3 semaines plus tard, Chloé avait démissionné. Elle avait rendu son insigne et quitté ce commissariat qui avait été sa 2e maison, pour devenir avocate. Pour combattre le système de l'extérieur, puisqu'elle n'avait pas pu le changer de l'intérieur. Assise dans son bureau, avec Léa lisant par-dessus son épaule, Chloé mesura le poids de cette décision. Elle s'était sauvée, mais avait abandonné la famille de Kilian à un système qui avait étouffé la vérité. Le roi était parti en retraite en Occitanie, Bernard avait été promu, et Stéphane avait continué sa carrière comme si de rien n'était. Demain, dit Chloé d'une voix sourde, demain, on leur balance tout à la figure. Léa la regarda, stupéfaite. Tu vas révéler que tu as été flic en plein procès? Je vais révéler que Stéphane Dubois a l'habitude de couvrir ceux qui bafouent la loi. Qu'il y a 6 ans, il a dissimulé des preuves dans une affaire de meurtre. Qu'il n'est pas un témoin crédible, parce qu'il est prêt à mentir pour protéger l'institution. Chloé ferma son ordinateur. Et oui, je vais leur expliquer comment je sais tout ça. Ils vont essayer de te démolir. Ils diront que c'est une vengeance personnelle. C'est une vengeance personnelle. Je leur en veux de croire que l'uniforme leur donne tous les droits. Chloé se leva, rassemblant ses dossiers. Mais j'ai aussi des preuves. Et demain, tout le monde les verra. Jeudi matin, le ciel était bas et gris. Une brume épaisse enveloppait Lyon. Chloé choisit sa tenue avec soin, un tailleur sombre, un chemisier blanc. Son armure de combat. Un dernier regard dans le miroir, un geste pour lisser une mèche rebelle, et elle saisit le dossier qui allait sceller son destin. L'atmosphère du palais de justice était électrique. La rumeur s'était propagée, quelque chose d'important allait se passer. Le public était plein à craquer, les journalistes massés au fond. Stéphane était assis à la table de l'accusation, la mâchoire contractée, un pansement sur le nez. Il ne regarda pas Chloé. Ses mains étaient crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Le commissaire Bernard était au premier rang, à sa place habituelle, dans une position de domination. Il était venu avec des renforts, 3 hommes en costume, sans doute les avocats du syndicat. À 9 heures précises, la juge Lefebvre ouvrit la séance. L'audience reprend dans l'affaire Martinez. Avant d'examiner la requête en nullité, y a-t-il des questions préliminaires? Chloé se leva. Madame la Présidente, j'ai de nouveaux éléments à verser au débat, qui concernent directement la crédibilité du témoin. Manon bondit. Objection. Nous sommes en plein contre-interrogatoire. Ces éléments auraient dû être communiqués pendant l'instruction. Ces éléments ne m'ont été accessibles qu'hier soir, Madame la Présidente. Je demande à verser la pièce des 47. La juge lui fit signe d'approcher. Chloé posa un document sur l'estrade avec une infinie précaution. La juge le parcourut. Son expression passa de la surprise à l'incompréhension, puis à une dureté qui montrait qu'elle avait saisi l'enjeu. Maître, c'est votre dossier administratif de la police nationale. Oui, Madame la Présidente.
La voix de Chloé était claire et forte. J'ai été le gardien de la paix Chloé Mercier, matricule 4471, de 2014 à 2019. J'ai servi au commissariat central, avec une spécialisation en technique d'intervention et en police technique et scientifique. Le public murmura, les journalistes écrivaient frénétiquement. Stéphane releva la tête, abasourdi. Le commissaire Bernard resta de marbre, mais son regard trahissait qu'il s'était attendu à ce moment. Vous n'avez pas le droit. Commença Stéphane. Ce dossier est confidentiel. Le marteau de la juge claqua. Brigadier-chef Dubois, asseyez-vous ou je vous fais l'expulser. Manon se reprit plus vite. Madame la présidente, le passé professionnel de maître Mercier est sans pertinence dans l'affaire Martinez. Il est pertinent pour apprécier la crédibilité du témoin, Madame la présidente. Chloé se tourna vers la salle. Le brigadier-chef Dubois a été mon formateur en 2017. Et en 2019, il a été l'enquêteur de l'IGPN qui a enterré ma plainte contre le commissaire Bernard. Elle se dirigea vers la table des pièces à conviction. Je demande à verser la pièce des 48, la plainte IGPN 2019 à 2657, dans sa version non expurgée. Le vidéoprojecteur s'alluma. Le texte de la plainte s'afficha, lisible par tous. Chloé lut à voix haute, sa voix ferme malgré son cœur qui battait à tout rompre. Le 14 septembre 2019, le gardien de la paix Mercier a signalé avoir vu l'officier Christophe Leroy déposer une arme sur la scène d'un tir policier. La victime, Kylian Diallo, 14 ans, n'était pas armé. La plainte du gardien de la paix Mercier alléguait que le commissaire Bernard avait ordonné d'étouffer l'affaire et avait demandé à l'enquêteur de classer la plainte sans suite. Un souffle parcourut le public. Sandrine Martinez porta la main à sa bouche, en larmes. Les journalistes n'écrivaient plus, ils téléphonaient à leur rédaction. Le brigadier-chef Dubois a été chargé de l'enquête. Conclusion, plainte classée. Manque de preuves. Mais voici ce qu'il a oublié de mentionner dans son rapport. Chloé afficha un autre fichier. Hier soir, j'ai reçu une copie des images de ma propre caméra piéton du 14 septembre 2019. Des images qui avaient prétendument disparu pendant l'enquête de l'IGPN. Manon était debout. Objection. La chaîne de possession n'est pas établie. C'est peut-être. Je ne la présente pas comme une preuve dans ce procès, Madame la présidente. Chloé regardait la juge. Je l'utilise pour mettre en cause la crédibilité du témoin. Si le brigadier-chef Dubois a menti dans l'enquête sur ma plainte, le jury doit savoir qu'il est capable de falsifier des rapports officiels. La juge Lefebvre s'adossa, les doigts sur les tempes. Le dilemme était de taille. Accepter, c'était ouvrir une boîte de Pandore qui paralyserait le tribunal pendant des semaines. Refuser, c'était protéger un policier potentiellement véreux. Je l'autorise, dit-elle enfin. Mais soyez prudente, maître. Vous marchez sur des œufs. L'écran s'éteignit, puis se ralluma sur les images de la caméra piéton. L'heure s'affichait, 14 septembre 2019, 21h34 17 secondes. La voix de Chloé commentait. Ce sont les images de la nuit de la mort de Kylian Diallo. 21h34. J'arrive au 1247 boulevard des États-Unis. On voyait la scène du point de vue de Chloé. La voiture de Leroy était déjà là. Elle sortit, s'approcha. On entendait des cris à l'intérieur. Une dispute familiale. 21h35 8 secondes. J'entre et je vois l'officier Leroy dans le salon avec la victime. On voyait Kylian Diallo, un gamin terrifié, les mains en l'air. Leroy le tenait en joue. Kylian sortait lentement son téléphone de sa poche. Arme. Hurla Leroy. 2 détonations. Kylian s'effondra. L'image trembla, Chloé se précipitait, commençait un massage cardiaque. Le sang se répandait sur le sol. 21h35 14 secondes. La voix de Chloé était maintenant un murmure étranglé. L'officier Leroy sort un objet de sa poche et le place près de la main de la victime. La scène était d'une clarté terrible. Leroy s'accroupissant, sortant un couteau, le posant près des doigts de Kylian pour faire croire qu'il était armé. Leroy, qu'est-ce que tu fais? La voix de Chloé sur la bande, choquée. Je sécurise la scène. C'est tout.
Le roi se releva, face à la caméra. C'est un dépôt. Je signale. La vidéo s'arrêta là, au moment où Chloé avait désactivé sa caméra, comme le voulait la procédure. Mais le mal était fait. La salle entière avait vu. Le silence était de plomb. Puis Stéphane explosa. Vous ne comprenez pas. C'est Bernard qui m'a ordonné de. Brigadier-chef Dubois, pas un mot de plus. La voix du commissaire Bernard claqua comme un fouet. Il se leva, ajustant sa veste. Pas un mot de plus. Mais Stéphane n'entendait plus rien. Le poids de ce secret, porté pendant 6 ans, le poids de la corruption, de la lâcheté, tout cela déferla. Je ne vais pas payer seul pour ça. Il se tourna vers Bernard, le regard d'un naufragé. C'est vous qui m'avez dit d'enterrer sa plainte. Vous avez dit que le roi partait à la retraite, que ça n'avait pas d'importance. Vous avez dit. J'ai dit c'est dit a suffi, brigadier-chef. Le marteau de la juge s'abattit encore et encore. Ordre. Asseyez-vous. Mais c'était le chaos. Les journalistes couraient vers la sortie, téléphone à l'oreille. La famille Martinez pleurait. Stéphane et Bernard se foudroyaient du regard. Chloé, à la table de la défense, observait la scène, et sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une justification. Pas une victoire, non, le combat était loin d'être fini. Mais la satisfaction d'avoir eu raison de se battre, de refuser le mensonge. Madame la présidente, dit-elle doucement, sa voix dominant le bruit, j'ai une dernière preuve à présenter. Le chaos se figea. Tous les regards se tournèrent vers Chloé. Elle se tenait là, la main sur sa sacoche, où se trouvait la dernière pièce du puzzle. L'enregistrement qui allait soit confirmer les aveux de Stéphane, soit permettre au commissaire Bernard de s'en sortir. Le marteau de la juge Lefebvre s'abattit encore 3 fois avant qu'un semblant de calme ne revienne. Maître Mercier, la cour vous écoute. Mais je vous préviens, au prochain incident, je fais évacuer. Entendu, madame la présidente. Chloé sortit son téléphone. Je demande l'autorisation de produire un enregistrement que j'ai réalisé il y a 3 jours, en vertu de l'article 226-1 du Code pénal, qui autorise l'enregistrement dans le but de prouver un crime. Manon Dupont secoua la tête. La loi française exige le consentement des 2 parties. Tout enregistrement est recevable s'il vise à prouver un crime ou un délit. Chloé la fixa. J'avais de sérieuses raisons de croire que le commissaire Bernard tentait d'entraver le cours de la justice. Cet enregistrement a été fait pour documenter ce délit. La juge tendit la main. Quand et où? Mardi soir, vers 19h05, dans le parking du palais. Le commissaire Bernard m'a abordé à ma sortie. Chloé lui tendit son téléphone. On voyait le fichier audio, avec la date et la durée, 3 minutes 47 secondes. C'est lui qui a engagé la conversation. J'ai activé l'enregistreur quand j'ai perçu ces paroles comme une menace. La juge brancha le téléphone sur le système de sonorisation. Un grésillement, puis des voix, étonnamment claires. L'écho du parking les amplifiait. D'abord Bernard, la voix posée. Maître Mercier. Un mot. Une pause, des bruits de pas, puis la voix de Chloé. Commissaire. Belle performance, aujourd'hui. On appelle ça de la légitime défense, je crois. Impressionnant, la façon dont vous avez projeté un homme qui fait 2 fois votre poids sans même transpirer. C'est lui qui a commencé. La vidéo est sans équivoque. Oh, j'ai vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. C'est bien ça, le problème. Vous faites passer Stéphane pour un idiot. Et par la même occasion, vous salissez l'image de la police. Une autre pause, le bruit lointain d'une portière. Puis la voix de Bernard, plus proche. Stéphane est un sanguin, mais c'est mon sanguin. Laissez tomber l'affaire. Abandonnez la famille Martinez. Jamais. Le rire de Bernard était sec, sans joie. Alors, nous nous reverrons, je suppose. Et Chloé. Vous n'avez plus l'uniforme. Vous n'avez plus la protection que vous imaginez. L'enregistrement aurait pu s'arrêter là. Mais il continua. Un froissement de tissu. La voix de Bernard, plus basse,
presque une conversation de menace. Stéphane ne sera pas le dernier que vous perdrez. Si la brigadier-chef Dubois continue à fouiner, elle pourrait bien se voir retirer définitivement son accès à la salle des scellés. Ce sont des choses qui arrivent, quand on ne comprend pas comment fonctionne le système. 5 secondes de silence. Puis la voix de Chloé. Est-ce que vous menacez une enquêtrice de l'IGPN? Je vous explique la réalité. L'affaire Diallo doit rester enterrée. Le roi est à la retraite en Occitanie, il se la coule douce. Même si vous mettiez la main sur le rapport balistique, ce qui n'arrivera pas, il ne collerait pas avec nos dépositions. On s'en est assuré. L'enregistrement se termina. Un silence de mort pesa sur la salle. Le commissaire Bernard était blême, sa superbe s'était envolée. Stéphane Dubois brisa le silence, la voix étranglée. Il a avoué. Vous l'avez tous entendu avouer. Bernard se tourna vers lui, les yeux lançant des éclairs. Toi, la ferme. Tu n'avais qu'une chose à faire. Te taire et laisser le syndicat s'en occuper. Mais tu n'as même pas été capable. Huissier. La voix de la juge était tranchante comme une lame. Placé en garde à vue le commissaire Bernard et le brigadier-chef Dubois. J'ordonne une enquête immédiate du procureur général au titre de l'article 11 du Code de procédure pénale pour dysfonctionnement grave du service de police. Fabien Moreau était pétrifié, partagé entre son devoir et sa loyauté. Sa main hésitait au-dessus de sa radio. Huissier Moreau, vous n'avez pas entendu mon ordre? Le ton de la juge était glacial. 2 gendarmes du tribunal apparurent. Ils se dirigèrent vers Bernard et Stéphane. Vous n'avez aucune autorité, balbutia Bernard, sans conviction. Il savait que dans sa salle d'audience, le juge est souverain. Je veux mon avocat. Vous en aurez un en temps voulu. La juge fit signe aux gendarmes. Article 434 à 4 du Code pénal, destruction de preuves. Article 451, association de malfaiteurs. Vous venez d'avouer les deux sur un enregistrement fait dans un lieu public. Les gendarmes passèrent les menottes à Bernard, qui se laissa faire avec une raideur digne. Stéphane subit le même sort, mais ses épaules étaient affaissées par la défaite. En sortant, il se retourna vers Chloé. Je témoignerai, dit-il assez fort pour être entendu. Contre tous. Le roi, Bernard, tous ceux qui ont trempé dans l'affaire Diallo. Parlez-en d'abord à votre avocat, répondit Chloé, sans animosité. Vous en aurez besoin. Le chaos reprit de plus belle. Les journalistes se ruaient vers la sortie. Sandrine Martinez pleurait dans les bras de sa fille. Lucas, les larmes aux yeux, répétait, il a avoué, maman. Il a avoué. Manon Dupont rangeait ses affaires, le visage cireux. Elle avait misé sur le mauvais cheval. Son téléphone sonnait sans arrêt. Au fond de la salle, la brigadier-chef Patricia Dubois croisa le regard de Chloé et lui fit un signe de tête. Un signe de respect, de solidarité, de soulagement. La juge attendit que le tumulte retombe. L'audience est suspendue jusqu'à lundi, 9 h. Madame la substitut, je vous saurai gré de prévenir le parquet qu'il devra nommer un remplaçant. Vous êtes dessaisie de l'affaire. La bouche de Manon s'ouvrit. Madame la présidente, je n'ai. Vous avez accepté des fonds pour votre campagne du syndicat qui protégeait ses policiers. C'est un conflit d'intérêts manifeste. Estimez-vous heureuse que je ne saisisse pas le Conseil supérieur de la magistrature? Le marteau de la juge tomba une dernière fois. L'audience est levée. 1 heure plus tard, Chloé était dans le bureau de la juge Lefebvre. Un bureau boisé, sentant le livre ancien et le café fort. La juge avait quitté sa robe, la rendant plus accessible. C'est la manœuvre la plus audacieuse que j'ai vue en 30 ans de carrière, dit la juge en lui servant un café. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou vous sanctionner. Je comprends, madame la présidente. Chloé prit la tasse, mais n'y toucha pas. Ses mains tremblaient encore. Le Conseil de l'ordre va se pencher sur votre cas. L'enregistrement, l'altercation. C'est très limite. La juge soupira. Ils vont chercher si vous avez manqué à vos obligations déontologiques en cachant votre passé. J'ai déclaré mon passé professionnel lors de ma prise de dossier. C'est dans les pièces. Mais vous ne l'avez pas dit à la partie adverse ni au tribunal.
Le regard de la juge s'adoucit. Je ne dis pas que vous avez eu tort. Je dis que vous vous êtes fait des ennemis puissants, et qu'ils feront tout pour vous abattre. Chloé la regarda droit dans les yeux. Ils m'ont déjà abattu il y a 6 ans, Madame la Présidente. J'ai perdu ma carrière, ma retraite, ma foi. Que peuvent-ils me prendre de plus? Votre droit d'exercer. Votre liberté. La juge se pencha. Je connais ce système. Bernard va prendre les meilleurs avocats. Stéphane va négocier sa peine en témoignant contre lui. Le syndicat criera à l'incident isolé et promettra des réformes qui n'auront jamais lieu. Et au milieu de tout ça, c'est vous qui passerez pour la méchante, l'ex-flic aigri. J'aurais dû me taire, alors? Non. Le mot était chargé de toute l'amertume d'une vie passée à voir la justice bafouée. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais n'attendez aucune reconnaissance. Ne vous attendez pas à ce que le système change. La justice est lente, sale et imparfaite. Et elle vous brisera le cœur, encore et encore. Elles restèrent silencieuses un instant. 2 femmes, de part et d'autre de la loi, mais du même côté de l'histoire. Finalement, la juge reprit. Pour ce que ça vaut, si j'avais été là en 2019, je vous aurais cru. Ces mots touchèrent Chloé plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle cligna des yeux pour chasser les larmes. Merci, Madame la Présidente. Dehors, c'était le délire. Une nuée de journalistes, de caméras, de micros. Maître Mercier, pourquoi avoir caché votre passé? Êtes-vous en mission pour faire tomber la police? Que va-t-il se passer pour Kylian Diallo? Léa se fraya un chemin et elle put enfin atteindre sa voiture. À l'intérieur, à l'abri du chaos, Léa dit, ton téléphone explose. Toutes les associations de défense des droits de l'homme veulent te parler. Dis-leur que je ne réponds pas. Chloé ferma les yeux, la tête contre la vitre froide. BFM propose 50 000 € pour une interview exclusive. Non. Chloé, c'est une occasion unique. Je ne veux pas être une star. Je veux que la famille Martinez obtienne réparation. Je veux que la famille Diallo sache enfin la vérité. Elle ouvrit les yeux et regarda la ville défiler. Le reste, c'est du bruit. Elles roulèrent en silence. Et maintenant? Demanda Léa en se garant. Maintenant, on attend. Le procureur général va enquêter. Ça prendra des mois. Les avocats de Bernard vont tout faire pour bloquer la procédure. Chloé ne bougea pas. Et pendant ce temps, on doit finir le procès Martinez. 8 mois plus tard, Le Monde titrait « L'ancien chef de la police de Lyon, Raymond Bernard, est mis en examen pour obstruction à la justice ». En sous-titre, le brigadier chef Dubois, repenti, collabore avec la justice. Chloé lisait l'article, son café était froid. L'enquête avait été longue et fastidieuse. Mais l'édifice commençait à s'effondrer. Bernard était accusé de 8 chefs d'inculpation. Le parquet national financier avait pris l'affaire en main. Le procès aurait lieu dans plus d'1 an. Stéphane Dubois, comme prévu, avait négocié sa peine. Il purgerait 3 à 5 ans, perdrait sa retraite, ne serait plus jamais policier. Son avocat parlait de profonds remords. Christophe Leroy avait été retrouvé en Occitanie. La procédure d'extradition était en cours, mais ses avocats la contestaient. Manon Dupont avait été mutée à des affaires mineures et avait annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Fabien Moreau avait été transféré au tribunal de police. Un simple déplacement de pion. L'affaire Martinez s'était conclue par une transaction de 4,2 millions d'euros. Sandrine Martinez avait créé une fondation au nom de son fils. Lucas était en fac de droit. Le courrier du matin contenait une lettre du Conseil de l'ordre. La plainte contre elle était classée sans suite. Elle la posa et se remit au travail. Les dossiers s'accumulaient. Des familles en quête de justice, des policiers qui se croyaient au-dessus des lois. Le téléphone n'arrêtait pas. Elle et Léa avaient dû embaucher 2 collaborateurs. Mais le travail semblait plus léger. Elle avait prouvé que le système n'était pas invincible. Un coup à la porte. La brigadier-chef Patricia Dubois, en civil. « Je ne dérange pas ?» Son sourire était timide. « Entrez. Un café ? » Volontiers.
Elles discutèrent prudemment. Patricia Dubois avait témoigné contre Bernard, avait fourni des éléments clés. Elle avait enfin fait ce qu'elle aurait dû faire 6 ans plus tôt. On dit que vous êtes pressenti pour le prix de l'avocat de l'année, dit-elle. J'ai refusé. Pourquoi? Je ne fais pas ça pour les prix. Je le fais parce qu'il y a 6 ans, j'étais seul. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres. Chloé but son café. Les prix ne changent pas le système. Les preuves, oui. Les témoignages, oui. Les gens qui risquent leur carrière pour la vérité. C'est ça qui change les choses. Patricia Dubois resta silencieuse, regardant les photos sur le mur. La famille Martinez. Kylian Diallo. D'autres clients, d'autres victoires. J'aurais aimé être plus courageuse, à l'époque, dit-elle enfin. Je savais que l'enquête de Stéphane était bidon. Mais j'ai eu peur de finir comme vous. Et maintenant? Je pense à faire du droit. Son sourire était teinté d'ironie. Si je ne peux pas changer le système de l'intérieur, peut-être que je peux le faire de votre côté. Elles se quittèrent sur un simple hochement de tête. Certains ponts se reconstruisent lentement. Ce soir-là, Chloé travaillait tard. Un nouvel email arriva vers 19h30. Expéditeur, protégé.servir.la.vérité@protonmail.com. Objet, un dernier détail. Contenu, le roi n'était pas seul. Vérifiez la caméra de l'unité 47. Elle était là avant vous. Quelqu'un d'autre a tout vu. Chloé relut le message. Unité 47. Elle consulta le dossier Diallo. Unité 47, brigadier chef S. Dubois. Arrivé sur les lieux à 21h31. 3 minutes avant elle. 3 minutes avant le tir. Les implications étaient vertigineuses. Si Stéphane était là avant, il avait vu le tir. Il avait vu le roi déposer le couteau. Il n'avait pas seulement étouffé sa plainte. Il était complice depuis le début. Elle appela Léa, puis Patricia Dubois. Dubois. C'est Chloé Mercier. Vérifiez quelque chose pour moi. La caméra de Stéphane Dubois, unité 47, le soir de la mort de Diallo. A-t-elle été versée au dossier? Un bruit de clavier. 1 minute. Chloé faisait les 100 pas. Il a activé sa caméra à 21h28, dit enfin Patricia Dubois. Mais la vidéo ne commence qu'à 21h36, après le tir. La partie précédente est manquante. Combien de temps? 8 minutes. Un silence. Vous pensez comme moi? Stéphane a tout vu. Il était là. Il a vu le roi tirer, déposer le couteau. Il était complice. Et quand vous avez porté plainte, il a tout enterré pour se sauver, pas seulement pour couvrir Bernard et le roi. La voix de Patricia Dubois était un mélange de colère et de fatalisme. Son accord de plaider coupable ne mentionne rien de tout ça. On peut avoir la vidéo originale? Aucune chance. Le fichier a été consulté par un administrateur la veille de son rapport. Même mode opératoire que pour votre caméra. Corrompu, irrécupérable. Chloé s'arrêta. Qui avait les droits d'administrateur en 2019? Les officiers supérieurs. Et Stéphane lui-même, il venait d'être promu. Le puzzle se mit en place. Stéphane avait détruit les preuves qui l'accablaient. Il s'était protégé, lui, avant tout. Ça remet en cause son accord de plaider coupable, dit Chloé. Il a menti sous serment. Vous voulez demander l'annulation de l'accord? Chloé hésita. Stéphane était un témoin clé contre Bernard. L'annuler, c'était risquer de tout perdre. Mais le laisser s'en tirer. Justice contre stratégie. La vérité contre l'efficacité. L'éternel dilemme. Pas encore, dit-elle. Mais rassemblez tout. S'il flanche, on aura de quoi le faire tomber. Elles raccrochèrent. Chloé retourna à son ordinateur. L'email anonyme était toujours là. Elle le sauva, le copia, l'envoya à Léa. Puis elle commença à rédiger une lettre au parquet national financier. Pas une plainte. Un avertissement. Surveillez Stéphane Dubois. Il ne vous a pas tout dit.
Le ministère de la Justice avait lancé une enquête sur les pratiques de la police de Lyon. Le rapport préliminaire parlait de « défaillance systémique ». Un euphémisme pour dire que la corruption était généralisée. La nouvelle directrice promettait des réformes. Chloé avait déjà vu ça. Les institutions ont la peau dure. Mais chaque victoire compte. Son téléphone vibra. Un SMS de Sandrine Martinez. Merci. Lucas a été reçu en fac de droit. Il veut être comme vous. Chloé sourit. Dites-lui d'être meilleur. La nouvelle génération doit toujours l'être. Une semaine plus tard, Chloé était à l'inauguration de la maison des jeunes Kylian Diallo pour la justice. Le centre social sentait le propre et l'espoir. Sandrine Martinez l'avait invitée. La mère de Kylian, Valérie Diallo, était là, vêtue de bleu, la couleur de son fils. Elle avait vieilli de 10 ans. Le chagrin avait creusé son visage. Ce centre apprendra aux jeunes leurs droits, dit-elle, la voix brisée mais forte. Il leur rappellera qu'ils comptent, que leur vie a de la valeur. Elle se tourna vers Chloé. Il y a 6 ans, Maître Mercier a essayé de dire la vérité. On l'a punie pour ça. Mais elle n'a jamais abandonné. Et grâce à elle, la mort de Kylian a un sens. Les applaudissements furent discrets, empreints de respect. Après la cérémonie, Valérie s'approcha de Chloé et lui tendit une enveloppe. C'est arrivé hier. Je crois que ça vous revient. À l'intérieur, une photo de Kylian à 13 ans. Il riait, le visage rayonnant de vie. Au dos, ces mots, merci de l'avoir vu. Pas juste un dossier, mais un garçon qui méritait de vivre. La gorge de Chloé se noua. Cette photo, c'était le sens de son combat. Je la garderai, dit-elle. Pour ne pas oublier. Cette nuit-là, elle retourna au bureau. Elle posa la photo de Kylian à côté des autres. Une galerie de visages que le système avait brisés. Les emails s'accumulaient. D'autres familles, d'autres injustices. Le travail ne finissait jamais. Le bureau était silencieux. 21h30. Son café était froid. Elle ouvrit un nouvel email. Ancien policier. Info sur des preuves trafiquées au commissariat du 8e. Pouvez-vous aider? Le curseur clignotait. Elle pensa à l'avertissement de la juge. À la confession de Patricia Dubois. Aux larmes de Valérie Diallo. Au rire de Kylian. Elle relut l'email. Des détails, des numéros de dossier. Ce n'était pas un illuminé. Cette personne savait. L'email continuait. J'ai gardé des copies. Je sais ce que vous avez fait pour l'affaire Diallo. Je sais ce que ça vous a coûté. Mais il faut que quelqu'un sache. Chloé se laissa tomber dans son fauteuil. 3 affaires. Et combien d'autres? La corruption est un cancer. Elle ouvrit un tableur. 8e arrondissement, 2018 à 2020. Des preuves qui disparaissent. Le même schéma. Quelqu'un à l'intérieur aidait. Et maintenant, cette personne voulait parler. Elle tapa sa réponse. Oui, parlons. Voici mon numéro sécurisé. Elle cliqua sur envoyer. Demain serait un autre jour de combat. Son téléphone vibra une dernière fois. Un SMS d'un numéro inconnu. L'unité 47 n'était pas la seule. Vérifiez la main courante pour les unités en attente à proximité. Quelqu'un écoutait tout. Chloé s'arrêta, relut le message. Unité en attente. Des renforts positionnés à proximité. Elle consulta la main courante sur son téléphone, trouva la ligne qu'elle avait négligée. Unité 23 en attente à États-Unis Viviani. Superviseur de service. Superviseur. Elle vérifia les affectations de cette nuit-là. Unité 23, superviseur, le commissaire Raymond Bernard. Pas encore directeur, mais déjà en position de tout contrôler. La vérité la frappa. Bernard n'avait pas seulement couvert l'affaire. Il était là. Pas sur la scène, mais assez près pour tout entendre à la radio. Pour intervenir, pour prendre le contrôle. Pour orchestrer la dissimulation. Elle consulta les horodatage.
L'appel de Leroy à 20h47. Bernard se positionne à 20h49. Le coup de feu à 21h35. Et dans les notes, ce détail, unité 23 sur les lieux à 21h37. Commissaire Bernard prend le commandement. 2 minutes. Il attendait. Il savait. Ce n'était pas une bavure. C'était une exécution, suivie d'une dissimulation planifiée. Elle fit une capture d'écran, la sauva. Elle créa un nouveau dossier, analyse des unités en attente. Si Bernard l'avait fait une fois. Le bureau lui parut glacial. Elle prit son manteau, son sac, et sortit dans la nuit lyonnaise. La ville s'étendait, 1 million d'âmes, 1 million d'injustices potentielles. Elle n'était qu'une avocate. Mais elle avait prouvé qu'une personne pouvait faire la différence. Dans l'ascenseur, elle vit son reflet. 36 ans, cernée, épuisée. Une combattante dans une guerre sans fin. Sa première année, elle avait cru pouvoir sauver le monde. La deuxième, elle avait compris que c'était impossible. La troisième, elle avait accepté de sauver qui elle pouvait, sachant que la machine à broyer ne s'arrêterait jamais. C'est ça, qui brise le cœur. Pas les défaites, mais la certitude que chaque victoire n'est qu'un prélude à la bataille suivante. Demain, elle creuserait la piste des unités en attente. Elle parlerait au PNF. Elle prendrait l'affaire du 8e arrondissement. Le travail ne serait jamais fini. Le système ne cesserait jamais de se protéger. Et elle ne cesserait jamais de se battre. Derrière elle, les lumières de la maison des jeunes Kylian Diallo brillaient, une lueur d'espoir. Devant, dans l'obscurité, la prochaine bataille l'attendait. Elle monta dans sa voiture et s'engagea dans la circulation. La radio parlait de l'affaire Bernard, se demandant si cela changerait enfin les choses. Chloé savait que non. Les systèmes ne se transforment pas. On les force à évoluer, millimètre par millimètre. Le vrai changement se mesure en décennies. Mais ce soir, en traversant cette ville qu'elle avait juré de protéger, d'abord comme policière, puis comme avocate, Chloé s'accorda un instant de satisfaction. Bernard serait jugé. Stéphane avait tout perdu. Leroy paierait. Et quelque part, un gamin qui aurait pu être le prochain Kylian Diallo apprendrait qu'il avait des droits, que sa vie comptait, que la justice, même tardive, même imparfaite, était possible. Elle pensa aux preuves manquantes, aux superviseurs en attente, aux emails qui suggéraient une corruption encore plus profonde. Des fils à tirer, des dossiers à monter. L'affaire Martinez n'était pas terminée. Le procès Thompson s'enlisait. Chaque affaire était un front. Chaque victoire, une avancée. C'était ça, la réalité du changement. Pas des révélations fracassantes, mais un travail de sape. Pas des héros, mais des gens ordinaires qui refusaient de baisser les bras. Mais ça, c'était pour demain. Ce soir, elle avait survécu. Elle avait gagné. Le feu passa au rouge. Elle s'arrêta, entourée par la ville qui ne dort jamais, la ville qui génère sans cesse les conflits qu'elle s'est juré de résoudre. Son téléphone vibra. Une autre affaire. Une autre famille. Un autre policier qui allait apprendre que l'insigne n'est pas un totem d'immunité. Le feu passa au vert. Elle accéléra, roulant vers l'inconnu, avec le rire de Kylian en mémoire, la gratitude de Valérie dans son cœur, et le poids de la justice inachevée sur ses épaules. Derrière elle, les lumières de la ville s'estompaient. Devant, dans le noir, la prochaine bataille l'attendait. Et Chloé Mercier, ex-flic, avocate, gardienne des vérités que le système voulait enterrer, roulait vers elle, sans hésiter. La justice était lente. La justice était imparfaite. La justice vous brisait le cœur. Mais une fois en marche, elle était inarrêtable.